Bonjour, messieurs, dames. Je voudrais commencer par remercier Jean-Louis Leguet et la Société des antiquaires de Picardie de m'avoir invité à vous communiquer les résultats d'une recherche qui s'est avérée plus longue, mais aussi plus fructueuse que je l'avais envisagé en entreprenant. Retrouver la collection Bouvier, cela signifie qu'elle avait disparu. C'est génial ça. C'est pour ça que j'aime pas Windows. Alors, retrouver la collection Bouvier, ça signifie qu'elle avait disparu. Elle a disparu physiquement, d'abord en 1873, lors de sa dispersion à Drouot, dont nous commémorons le 150e. Puis son souvenir s'est estompé au point que seul le musée du Louvre, le British Museum, le musée de l'Ermitage et bien sûr le musée de Picardie avaient connaissance qu'il possédait des objets ayant appartenu aux collectionneurs amiénois. Et jusqu'à une date récente, on peut estimer qu'on connaissait la provenance Bouvier pour une vingtaine d'objets seulement, essentiellement des émauches enlevées. C'est peu pour une collection qui comptait près de 900 objets dans sa version finale. Alors ce dessin de Louis Dutoit, conservé au musée de Picardie, montre une des salles de l'exposition de 1860 à Amiens. On y voit l'ensemble de la collection Bouvier, présentée alors au public. Cette image est utile pour connaître le mobilier, la présentation et l'éclairage de l'exposition, ou encore le dispositif de circulation des spectateurs, voire leur statut social. Mais elle ne permet pas d'identifier avec précision les objets. Les 4 exemples indiqués par des flèches sont parmi les seuls qu'on puisse aujourd'hui reconnaître avec une relative certitude. Je précise une fois pour toutes que les numéros que vous verrez indiqués dans le diaporama sont ceux du catalogue de la vente de 1873 à Drouot. J'ai choisi cette image en introduction parce qu'elle exprime bien la problématique de mon exposé. On dispose d'un certain nombre de documents pour retrouver les objets ayant appartenu à Bouvier, mais ces documents nous imposent des limites qui sont inhérentes à leur nature. Ils n'ont jamais été produits pour faciliter la recherche des historiens d'art du futur. Les plus précieux de ces documents, mais aussi les plus rares, sont des images. Quelques gravures imprimées, quelques photographies et les dessins et croquis de Louis Dutoit. Puis viennent les descriptions écrites qui, elles, sont en grand nombre. Et enfin, le nom des acheteurs de la vente de 1873 qui permet quelquefois de retrouver des objets dans d'autres collections. La méthode consiste donc à regrouper pour chaque objet les informations disponibles et son succès est conditionné par la qualité des documents. Les images sont parfois trop peu précises, comme ici, les descriptions trop succinctes ou les acheteurs non identifiés ou trop mal connus. L'objet conserve alors son anonymat. Mais ce n'est heureusement pas toujours le cas. Plusieurs publications contemporaines présentent des images d'objets appartenant à Bouvier. Il s'agit parfois de pièces isolées, comme le fer de lance carolingien, qui est entré au British Museum en 1855, ou comme la chasse de cuivre publiée par le magazine L'Art pour tous en 1871, en bas là. Mais l'essentiel des images imprimées a été dessiné par Dutoit pour l'érudit amiénois Hyacinthe Dusvel. Celui-ci avait d'ailleurs l'ambition d'éditer toutes les pièces principales de la collection. Il est bien regrettable pour nous que cette entreprise ait été interrompue en raison des doutes soulevés par l'authenticité de certaines pièces. J'aurais aimé discuter aujourd'hui avec vous le point important des objets faux ou des objets remaniés de la collection Bouvier, mais ça prendrait vraiment beaucoup de temps. Aucune de ces publications n'indique la provenance des objets avant leur acquisition par Bouvier. On sait d'ailleurs très mal comment Bouvier se procurait les objets qui sont parvenus dans sa collection. En 1858, toutefois, Viollet-le-Duc publie une gravure d'un triptyque reliquaire, aujourd'hui au musée du Louvre. Il est à côté de la chasse, là. En précisant qu'il lui a été communiqué par le marchand parisien Antoine Jean-Marie Arondel. Le même triptyque figure dans la collection de Bouvier dès 1860, donc 2 ans après. On peut donc en déduire qu'il proviendrait d'Arondel. Ces images imprimées présentent un état précoce de la collection Bouvier, entre 1850 et 1860. Et la plupart des objets représentés ici seront dispersés avant la vente de 1873.
Elles sont donc, sauf exception, peu utiles pour identifier les objets qui sont décrits dans le catalogue de cette vente. Le centre de documentation des objets d'art du musée du Louvre conserve dans le fond marqué de Vasselot une photographie d'une partie d'un dessin de Louis Dutoit. D'après les objets représentés, il paraît certain qu'il s'agit d'une planche d'esquisse réalisée en relation avec le projet inachevé de Duzevel. Plusieurs des objets qui y figurent se retrouvent en effet dans la partie publiée de ce projet, vue sous le même angle. On peut donc dater cette feuille de dessin entre 1852, date de l'achat par Bouvier de la petite crosse en ivoire, à droite en haut, là, et 1855, avant la vente de certains objets au British Museum. La photographie ne montre que la partie supérieure de la planche dessinée, mais certains des objets tronqués sont cependant reconnaissables, comme la croix ornée de boules qui constituera le lot 321 en 1873 et qui a été publié par Duzevel. Le dessin du Louvre est un témoignage précieux. Sur les 36 objets, on peut en reconnaître la plupart, pour lesquels on possède par ailleurs d'autres images et des descriptions. Certains sont regroupés par matière, bronze ou ivoire. Je ne sais pas si... Non, on ne voit pas bien, mais au-dessus de la partie gauche, là, il est écrit ivoire. Et puis, au-dessus des petites statues en haut, il y a marqué bronze. Donc, on peut connaître la matière de ces différents objets. La petite plaque montrant Aaron, qui figure sur la photo du Louvre, je ne sais pas si vous la voyez, elle est entre les deux grandes croix. Elle est aussi reproduite dans l'Histoire des arts du dessin, une publication posthume du docteur Marcel Jérôme Rigolo, mort à Amiens en 1854. Celui-ci indique qu'elle provient d'un tombeau des comtes de Champagne à Troyes. Il ne dit pas qu'il en est propriétaire, mais on peut le penser puisqu'il en connaissait la provenance. Et il possédait de même dans sa collection un célèbre ivoire carolingien, que vous connaissez sans doute tous, qui a été légué à votre musée en 1849, et il le fait figurer également dans son ouvrage sans préciser qu'il lui appartient. Quoi qu'il en soit, le dessin de Dutoit prouve qu'il était chez Bouvier avant 1855. Acquise en 1873 par Salomon Goldschmidt, puis passée en Allemagne après la dispersion de sa collection en 1888, la plaque d'Aaron se trouve aujourd'hui à l'Art Institute of Chicago. Plusieurs dessins de Dutoit conservés dans des carnets au musée de Picardie concernent également la collection Bouvier. On y retrouve les mêmes objets que sur la photographie du Louvre et sur les gravures publiées, ce qui permet de dater les carnets de la même époque. Par rapport au croquis du Louvre, ces dessins sont d'une précision bien supérieure et la plupart sont accompagnés de mesures indiquant les dimensions des objets. J'ai indiqué Paris en dessous parce que cet objet-là se trouve au musée du Louvre. Je rappelle que les numéros correspondent à la vente de 1873 et quand il n'y a rien d'indiqué, c'est qu'on cherche encore où sont les objets aujourd'hui. Un autre dessin de Dutoit, trouvé récemment par François Seguin, que je remercie d'ailleurs, aux archives départementales de la Somme, représente 3 crosses, dont une crosse limousine en cuivre émaillé, qui figure aussi parmi les croquis du Louvre et dans un des carnets du musée de Picardie. J'en dis pas plus parce que Lorenzo Margani vous présentera tout à l'heure cette crosse en détail. La confrontation des images est concluante aussi pour le crosseron d'ivoire numéro 42 de la vente de 1873, qui a été acheté par Charles Mannheim, un personnage sur lequel je reviendrai. À gauche, le croquis du Louvre, au milieu le dessin des archives de la Somme, et à droite, la photographie publiée dans le catalogue de la collection Paul Blanchet en 1913. Ce crosseron, à ma connaissance, n'est pas localisé depuis. Il est peut-être à Lyon, au musée des arts décoratifs, mais c'est pas certain. En 1860 a eu lieu à Amiens une grande exposition organisée par la Société des antiquaires de Picardie, pour laquelle Bouvier consent à prêter l'ensemble de sa collection, alors à son apogée.
Le catalogue de cette exposition ne nous est guère utile, car il ne contient pas d'illustrations et la plupart des descriptions y sont très succinctes. Mais la bibliothèque d'Amiens conserve 7 photographies exceptionnelles prises à cette occasion. Elles sont probablement l'œuvre de l'avocat amiénois Ernest Aubry. On peut, grâce à ces clichés, retrouver les objets dans le catalogue de 1873, sauf les 2 qui ont été vendus avant cette date. Le petit poignard manche de poignard de Saint-Pétersbourg et la plaque de reliure en ivoire qui est aujourd'hui au Metropolitan Museum. On arrive à les localiser presque tous aujourd'hui, sauf le petit groupe d'ivoire représentant le Christ et un apôtre, qui est passé en vente publique pour la dernière fois, à ma connaissance, en 1961. Le corpus des images contemporaines de la collection Bouvier est assez réduit. Il concerne à peine une cinquantaine d'objets. Pour tous les autres, il faut se contenter des descriptions écrites. Outre les publications déjà citées, ces descriptions proviennent de 2 sources principales. D'abord un livret publié par A. Roger. Je n'ai jamais trouvé le véritable prénom de ce monsieur. En 1866, à l'occasion de l'exposition particulière de la collection Bouvier, dont Jean-Loup Leguet vous a parlé tout à l'heure. Roger ne décrit pas beaucoup d'objets, car son propos est concentré sur les émaux et sur les montres. Et à l'intérieur de ce cadre, il restreint encore ses choix de peur de lasser le lecteur, hélas. Malgré cela, son texte a le mérite d'apporter des informations inédites, dont quelques-unes s'avèrent décisives pour l'identification. La seconde source écrite n'est autre que le catalogue de la vente publique à Drouot en décembre 1873. Il présente l'inconvénient majeur de ne pas être accompagné d'illustrations, mais il n'est pas sans mérite. Il a été rédigé par Charles Mannheim avec sérieux et précision. Les dimensions données sont fiables pour ce qu'on peut en vérifier, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres catalogues de collections. S'appuyer sur des dimensions et des descriptions correctes est indispensable pour espérer retrouver les objets, et c'est le cas pour la collection Bouvier. Le catalogue de 1873 s'avère donc notre meilleure source écrite, et bien souvent aussi la seule. Il n'est pas question pour moi de détailler ici tout ce que les descriptions ont permis de retrouver, mais les quelques exemples choisis vous permettront de comprendre qu'il s'agit chaque fois d'objets singuliers. Le reliquaire horizontal, en haut à gauche, et le chef reliquaire, là en bas à droite, excusez-moi, voilà, qui sont tous les 2 au musée de Cluny. Ils sont décrits assez précisément dans le catalogue et leurs nombreux éléments particuliers servent à les reconnaître avec certitude. La plaque d'émail peint représentant une religieuse porte une inscription au nom de Galiota de Vaillac. Cette inscription est mentionnée par le catalogue, ce qui a permis de l'identifier quand elle est passée en vente publique en 2017. Le bénitier émaillé, à côté, porte la signature de Pierre Noyer, et le catalogue en fait aussi une description claire. Le chef reliquaire, en bas à gauche, est celui de Saint-Gousseau, également identifié par une inscription. Le diptyque d'ivoire du musée Jacquemart-André présente les mêmes dimensions que l'un des exemplaires de la collection Bouvier, et les scènes de la vie du Christ s'y succèdent dans le même ordre, mais c'est assez fréquent. C'est surtout donc sa polychromie exceptionnelle qui est mentionnée par le catalogue qui rend cette identification convaincante. La plaque d'émail montrant la scène de Lecce Homo ici, est signée du monogramme de Suzanne Decour. Elle était placée dans un cadre en bois d'ébène que les catalogues des ventes successives, avant comme après Bouvier, n'omettent jamais de signaler. La plaque lobée, en émail chanlevé avec la Vierge à l'Enfant en relief, est un modèle unique dans l'œuvre de Limoges, tant par sa forme que par ses dimensions importantes. Elle mesure 50 cm. Cédé au collectionneur Basilewski avant 1873, on ignorerait sa provenance si Roger ne la décrivait pas avec exactitude.
Enfin, la chasse émaillée conservée à Cleveland vient très vraisemblablement aussi de la collection Bouvier. Le catalogue en donne une description assez complète et il signale entre autres l'absence d'une des deux plaques de pignon, aujourd'hui remplacée par un pastiche. C'est la petite partie en relief que vous voyez sur la plaque de côté. Malheureusement, les descriptions sont de valeur très inégales. Comment espérer identifier, par exemple, ce bassin à laver en cuivre chanlevé et émaillé, à figure réservée du XIIIe siècle, mesurant 22 cm, parmi les dizaines de gémelions limousins qu'on pourrait décrire exactement dans les mêmes termes. Quand la description ne suffit pas, l'acheteur reste une ultime piste à questionner. Les archives de Paris conservent le procès-verbal de la vente Bouvier, où sont indiqués les noms des acheteurs. Ils sont 166, dont 5 femmes. Sur ce nombre, une trentaine seulement a pour l'instant été complètement identifiée, c'est-à-dire que leur état civil, leur profession et leur adresse nous sont connus. Près de 40 acheteurs ont pu être partiellement identifiés. Pour une dizaine d'autres, il peut se poser des questions d'homonymie ou de transcription, et 90 environ sont encore totalement inconnus, de moi en tout cas. Parmi ceux pour lesquels nous savons quelque chose, une quarantaine exerçaient la profession de marchand antiquaire, et ce sont les principaux acquéreurs. Une trentaine exerçaient une profession différente, sans que cela les empêche, comme Bouvier le faisait lui-même, de commercer. Parmi ces acheteurs, il faut en distinguer 3. Frédéric Spitzer, Alexandre Basilewski et Émile Gavet, dont les collections ont fait l'objet de catalogues amplement illustrés, et quelques autres comme Jacques Couvreur, Aimé Desmottes ou Salomon Goldschmidt, dont les collections nous sont connues par des catalogues de vente. On peut repérer certains des objets de Bouvier dans les images et les descriptions de ces différents catalogues. Quelquefois, mais c'est rare, la provenance de la collection Bouvier y est même signalée. Par ce moyen, il a été possible de retrouver une vingtaine d'objets, et notamment les 6 acquis par Spitzer, parce que ce marchand collectionneur n'en a revendu aucun, qu'il les a fait publier et que le catalogue de sa vente posthume est accompagné d'un volume de planches très riche en reproductions photographiques. Alors vous voyez 7 objets, les 6 qu'il a achetés en 1873 sont ceux de la partie droite, et la Vierge là-bas a une histoire un peu différente. Les achats de Spitzer sont prestigieux et coûteux. Il est sans conteste celui qui a dépensé le plus durant la vente, notamment pour acquérir ce diptyque en ivoire ajouré, le numéro 3, aujourd'hui au Metropolitan Museum of Art de New York, au prix record de 12 000 francs. 12 000 francs de 1873. Le bras reliquaire, également à New York, lui a coûté 2 700 francs. Et le diptyque de cuivre et d'argent, acquis il y a quelques années par le Schnöttgen Museum de Cologne, 3 050 francs. On retrouve également dans sa collection quelques objets qu'il a acquis bien avant ou bien après la vente, comme cette Vierge d'ivoire, acquise en 1873 par un certain Delaunay, pour la forte somme de 3 900 francs. Au total, et en plusieurs fois, Spitzer a dépensé plus de 30 000 francs pour acquérir une quinzaine d'objets de la collection Bouvier. En comparaison, les autres acheteurs sont plus mesurés. Basilewski, dont la fortune était très importante, achète peu, pour moins de 3 000 francs. Mais on sait qu'il a acquis des objets importants de Bouvier avant la vente publique, comme le manche de poignard photographié en 1860, que vous avez vu tout à l'heure, la plaque exalobée de Limoges, décrite en 1866, ou encore la grande chasse à fond vermiculé montrant le martyre de Sainte-Valérie, dont M. Margani vous parlera tout à l'heure. Le marchand couvreur est l'un des plus assidus à la vente Bouvier, mais ses achats sont dans l'ensemble peu onéreux. Quand on voit la qualité de la petite croix en ivoire là, il l'a acheté réellement pour un prix tout à fait abordable. Le Lillois Desmottes achète peu également, mais dans le catalogue de sa vente posthume, en 1900, on retrouvera des objets de Bouvier qui avaient été acquis par différents marchands. Plutôt que de faire monter les enchères, le collectionneur a sans doute préféré s'entendre après coup avec eux.
Émile Gavet a aussi acheté pendant et après la vente. On retrouve un certain nombre de ces objets dans le catalogue illustré qu'il a fait publier, mais pas tous, car il avait aussi une activité commerciale importante. Je mentionnerai pour finir le cas particulier d'un acheteur nommé Delaboise, par le procès-verbal de 1873. Cet inconnu est en fait le collectionneur lavallois Henri Delabroise. On peut en être certain car les objets qu'il a acquis en 1873 sont exposés à Laval dès 1875 et au Mans en 1880. Cette identification a permis de rapprocher une plaque de reliure limousine appartenant à Bouvier avec un exemplaire aujourd'hui conservé au musée d'Aubray de Nantes. J'ai dit que la collection Bouvier comprenait en 1873 près de 900 objets. Mais il en avait possédé bien davantage auparavant. En plus de les acquérir pour son plaisir, il en avait fait le commerce dans des proportions qu'on ne cerne pas bien, mais qui ont été importantes. Jean-Louis Leguet vous l'a montré tout à l'heure. On sait encore qu'il a vendu tous ces objets gallo-romains au musée, sans qu'on puisse aujourd'hui réellement en dresser la liste. Il n'y a donc pas une collection Bouvier, mais une suite de collections différentes et successives, dont on entrevoit seulement la période 1850-1860 et le dernier état en 1873. Dans ces conditions, retrouver la collection Bouvier est une aventure parcellaire et partielle. Surtout que pour ma part, j'ai restreint ma recherche aux objets médiévaux et Renaissance, principalement les ivoires, les émaux et l'orfèvrerie, soit environ 300 pièces en 1873. Il existe une collection très importante de montres et d'objets des époques modernes. Une centaine d'entre eux ont pu être identifiés avec certitude pour les 2 tiers et une probabilité raisonnable pour les autres. La diapositive montre leur localisation dans les musées européens par des triangles rouges pour ceux qui sont certainement identifiés et par des triangles verts pour les suivants, pour les seconds. Et à droite, là, vous avez le nombre d'objets dans les différents musées. La diapositive montre de la même façon les objets situés dans les musées américains. Ces collections muséales comptent pour les 2 tiers des objets identifiés, les autres se trouvent encore en main privée. La recherche n'est pas terminée, loin s'en faut. On peut espérer retrouver un jour cette coupe dessinée en 1829 et acquise par Bouvier en 1851 à la vente d'Huiveter. Ou cette statue de Saint Jean-Baptiste, celle-ci aussi, tenant l'agneau, dessinée par Dutoit, ou encore ce reliquaire quadrilobé, décrit par Roger en 1866 comme un pendentif, et transformé ensuite par Frédéric Spitzer, qui l'a pourvu d'un pied et de petites perles de cristal. Il faut donc continuer de questionner les corpus existants, notamment celui des ivoires au Courtauld Institute ou celui des émaux à Limoges et à Paris. Il faut poursuivre aussi l'investigation des collections muséales et la veille des ventes publiques. Pour prolonger cette enquête, il sera peut-être aussi profitable de prospecter les collections de 3 personnages contemporains. Charles Mannheim était à la fois l'expert de la vente, Bouvier, et de loin le principal enchérisseur. Il a acheté 99 lots. Mais ces acquisitions sont le plus souvent difficiles à retrouver car il était un commerçant très actif et il est certain qu'il a acheté pour d'autres personnes. On ne retrouve pas en effet les objets de Bouvier dans sa collection personnelle publiée en 1898. En revanche, plusieurs lots acquis par lui ont ensuite appartenu à d'autres collectionneurs, en Allemagne notamment. C'est une piste à creuser. Un certain nombre d'objets de Bouvier ont été acquis par Émile Gavet, qui était à la fois architecte, marchand et collectionneur. En 1889, sa collection a fait l'objet, on l'a vu, d'un catalogue rédigé par Émile Molinier, et aussitôt après, elle a été vendue en grande partie à un couple d'Américains richissimes, les Vanderbilt. Ceux-ci ont ensuite divorcé et leur collection a été partagée.
Les objets conservés par Alva Belmont Vanderbilt ont été cédés à John Ringling et ils se trouvent aujourd'hui au Ringling Museum de Sarasota en Floride. J'ignore en revanche si ceux qui constituaient la part de son mari, William Vanderbilt, sont conservés au musée qui porte son nom à Centerport. C'est également une direction de recherche à explorer. Enfin, mais sortant complètement de mon champ d'études chronologiques, les objets acquis par M. Osiris, de son vrai nom Daniel Ifla, ont sans doute été légués avec l'ensemble de sa collection au château de Malmaison, où ils ont quelque chance de se trouver encore. Je vous remercie, mesdames, messieurs, pour votre attention.